Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans cette vidéo, on va parler de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On va parler de moment d'inertie, on va parler de diagramme énergétique, de théorème du moment cinétique appliqué à un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc au travers d'un exercice, ça va vraiment être un prétexte pour revoir tout ce qu'il faut savoir, toutes les techniques qu'il faut connaître quand on veut étudier la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On va parler de pendule pesant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pendule pesant? C'est tout simplement un solide que l'on fait tourner autour d'un axe, passant ici par un point O. Alors on a orienté ici cet axe delta vers nous et donc ça induit un sens positif de rotation dans le plan. Et donc on prend bien soin de faire un dessin avec un angle θ positif. Si on a besoin de projeter des sinus θ, etc., il faudra faire attention parce que sinus θ aura le signe de θ et donc on prend un θ positif. La question qu'on va se poser, c'est la suivante, c'est que se passe-t-il quand on communique à ce solide initialement vertical, donc avec G, son centre de gravité sur l'axe vertical, donc il est vertical sur sa position d'équilibre stable comme on va voir tout de suite. On lui communique une vitesse angulaire initiale oméga 0, donc pour la valeur θ égale 0 à t égale 0. Et donc on veut discuter en fonction de la valeur de oméga 0 du type de mouvement que peut avoir ce solide en rotation, sachant qu'on suppose que la liaison est supposée parfaite, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de frottement, c'est idéalisé, au niveau de l'axe, et il n'y a pas non plus de frottement dû à l'air. Alors pour trouver ça, eh bien, on va voir que le mieux, c'est de raisonner sur un diagramme énergétique, parce que le mouvement ne dépend que d'un seul paramètre. Donc, c'est l'angle θ. Tu sais bien que quand tu as un seul paramètre en mécanique, il faut tout de suite se ruer sur une méthode énergétique, parce que la méthode énergétique, c'est une méthode avec une équation scalaire, donc ce n'est pas une équation vectorielle, comme par exemple le théorème du centre d'inertie, où c'est 3 équations en projection sur 3 axes. Là, c'est une équation scalaire, et donc ça suffit, puisque finalement on n'a besoin que d'une seule équation pour résoudre ce problème-là en θ, notamment pour trouver par exemple l'équation différentielle du mouvement. Alors déjà on peut se poser la question, est-ce que l'équation différentielle du mouvement ici va nous permettre de résoudre ce problème? Quelle est l'équation différentielle du mouvement? Pour démontrer l'équation différentielle du mouvement, il y a deux méthodes. Première méthode, c'est d'appliquer le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe delta à ce solide dans le référentiel du sol, supposé galiléen. Donc le théorème du moment cinétique nous dit que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique en projection sur cet axe, c'est la somme des moments des forces en projection sur cet axe, et tout est algébrique. Donc le moment cinétique, c'est le moment d'inertie fois θ point, la vitesse angulaire, donc ça c'est déjà une première formule, évidemment, je pense que tu la connais, sur laquelle il ne faut absolument pas hésiter. Donc on aura J θ point point égale. Alors au niveau des moments, il n'y aura que le moment du poids, puisque le moment de la liaison est nul. Et donc le moment du poids, je te renvoie à une vidéo que je viens de publier, c'est le bras de levier fois la force, et puis ensuite il faut regarder le signe en tirant sur la force pour voir si on tourne dans le sens positif ou négatif. Donc on projette O sur la droite d'action, ça c'est le bras de levier, OH, attention tu ne projettes pas G, mais tu projettes O sur la droite d'action. Donc OH, ça fait L, la distance OG, sinus θ, on a projeté sur le côté opposé à l'angle θ. Donc ça fait moins MGL sinus θ. Et donc on obtient l'équation différentielle du mouvement en θ. Alors, cette équation est vraie, quelle que soit la nature du mouvement. Le problème, c'est qu'elle est non linéaire en θ, parce qu'on a du sinus θ. Ça veut dire qu'on ne sait pas la résoudre analytiquement, comme on dit, c'est-à-dire trouver une formule mathématique qui va nous donner l'expression de θ de t, à moins de faire un développement limité du sinus pour des angles petits, et on va retrouver l'oscillateur harmonique. Mais dans le cas général, on est un petit peu embêté avec cette équation différentielle qu'on ne sait pas résoudre directement. Alors on va voir justement que le diagramme énergétique, s'il ne nous permet pas de trouver la loi de θ de t, va quand même nous permettre d'avoir des infos plus précises et de mener à bien cette discussion telle qu'on se l'est posée dans l'énoncé. Alors,
on peut retrouver cette équation avec la conservation de l'énergie mécanique. Alors pourquoi? Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, c'est la puissance des moments et des forces non conservatives pour un solide. Et donc, comme il n'y a pas de frottement, eh bien, l'énergie mécanique se conserve. Donc, cette énergie mécanique, on peut l'écrire à chaque instant. Donc, θ point est une fonction du temps. Donc là, on a l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc ça, cette formule, il faut vraiment que tu la connaisses par cœur. Et puis, on va avoir l'énergie potentielle de pesanteur. Alors là aussi, j'ai fait toute une vidéo qui nous parle de l'énergie potentielle de pesanteur. Comment faire quand on a un solide avec un centre de gravité, un centre de masse G? Eh bien, il faut que tu saches que l'énergie potentielle du poids, tout se passe comme si toute la masse du solide était ramenée au centre de gravité G. Donc finalement, tu n'as qu'à t'occuper de G. Et donc, tu peux utiliser la formule mgzg. mgz, sache simplement que Z doit être orienté vers le haut. Ça, c'est la grande précaution quand tu appliques directement cette formule. Et je t'encourage à le faire. Donc, il faut se poser la question, où est-ce que je mets l'origine de l'axe Z? On peut, les deux choix standards, c'est en haut le point de fixation ou alors sur la position d'équilibre. On va choisir de le mettre en haut, mais alors attention, ZG sera négatif. Donc là, il faut bien faire attention parce que si tu fais une faute de signe, tout est faux. Donc ZG, c'est la projection ici de G sur l'axe Z. Il est négatif et en valeur absolue, ça fait L projeté sur le côté adjacent l'angle θ. Donc ça fait L cos θ. Donc l'énergie mécanique, à chaque instant, s'exprime 1/2 de J θ point carré moins mgl cosinus θ. Et cette énergie mécanique est une constante. Ça veut dire qu'on peut la déterminer à partir des conditions initiales. Donc 1/2 de J oméga 0 carré. Donc ça c'est la vitesse, l'énergie cinétique initiale. Je fais simplement θ point égale oméga 0. Et puis je fais θ égale 0, donc moins mgl. Donc là, on a la valeur de la constante énergie mécanique. Si on dérive cette expression donc par rapport au temps, c'est même pas la peine de savoir la valeur de la constante pour faire ça. Donc la dérivée de l'énergie mécanique est nulle. Eh bien évidemment, alors dérivée des fonctions composées, on va retomber sur l'équation différentielle du mouvement donnée par le théorème du moment cinétique après simplification, donc par θ point. Eh bien, on retombe très exactement sur cette formule, c'est tout à fait normal. Ce sont les deux méthodes d'avoir les deux façons d'obtenir l'équation différentielle du mouvement. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin puisqu'on ne sait pas résoudre analytiquement dans le cas général l'équation différentielle? Eh bien, on peut utiliser un diagramme énergétique. Ça veut dire quoi? Donc, là, ce sont des techniques que tu retrouves de techniques de mécanique du point matériel, c'est exactement la même. L'énergie mécanique, à chaque instant, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est toujours positive ou nulle, puisque ça fait intervenir un carré. Donc on voit que l'énergie potentielle, les valeurs accessibles de l'angle θ, sont telles que l'énergie potentielle est toujours plus petite que l'énergie mécanique. Et donc en traçant la courbe énergie potentielle en fonction du paramètre, en fixant le niveau d'énergie mécanique, on va pouvoir semi-qualitativement ou semi-quantitativement connaître les différents types de mouvements du pendule pesant dans le champ de pesanteur suivant la valeur de la vitesse angulaire initiale. Alors regardons ça ensemble. On va tracer donc l'énergie potentielle en fonction de θ. Donc c'est moins mgl cos θ, donc ça fait une courbe comme ça, moins, proportionnelle à moins cos θ. Donc on a le maximum mgl, le minimum moins mgl. Et donc, on a différentes valeurs possibles de l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique ne peut jamais descendre en dessous du minimum d'énergie potentielle. Elle est toujours supérieure, puisque l'énergie cinétique est positive ou nulle. Et donc, en gros, on a deux situations. Ou bien l'énergie mécanique
est comprise entre le minimum et le maximum, auquel cas il va y avoir des intersections ici entre la courbe d'énergie potentielle et le niveau d'énergie mécanique. Donc ça va être des zones interdites. Ça veut dire que le pendule pesant va osciller entre ces deux valeurs de θ opposées, donc entre deux positions symétriques. On va voir que ce n'est pas toujours des oscillations harmoniques. C'est-à-dire que on ne va pas forcément avoir l'équation de l'oscillateur harmonique. Ce n'est que pour les petites valeurs de θ qu'on pourra approximer sinus θ par θ. Et puis là, on va avoir un mouvement révolutif. Donc là, mg est supérieur à mgl, le maximum d'énergie potentielle. On voit que toutes les valeurs d'énergie potentielle sont en dessous du niveau d'énergie mécanique. Donc toutes les valeurs de θ sont accessibles. Donc là, on aura un mouvement de type, un mouvement révolutif. Et puis, donc ici, on va avoir un mouvement oscillant. Donc quand l'énergie mécanique est comprise entre moins mgl et mgl. Et si en plus, donc on se trouve avec un niveau d'énergie mécanique qui est petit, qui est proche du minimum, alors finalement la courbe ici ce sera presque une parabole, ce qu'on appelle la parabole osculatrice. Ça revient à faire en fait un développement limité de cos θ en 1 moins θ carré sur 2, donc on aurait l'équation de cette parabole, un développement limité. Et donc là on va pouvoir linéariser, donc θ très petit devant 1, on va pouvoir linéariser l'équation différentielle et résoudre complètement en disant que donc on aura θ point point plus oméga carré θ égale 0 en posant oméga, alors à ne pas confondre avec le oméga 0 des conditions initiales, donc mgl sur j. Et donc les solutions, alors je t'encourage, comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'oscillateur harmonique, à écrire les solutions sous la forme a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. C'est souvent beaucoup plus commode à résoudre que a cos oméga t plus phi. Donc les conditions initiales à t égale 0, θ vaut 0, donc le sinus vaut 0, le cosinus vaut 1, donc a vaut 0. Et quand on dérive, donc on aura b oméga cos oméga t, à t égale à 0, ça fait oméga 0, donc θ point égale oméga 0 est égal à b oméga. Donc on en déduit b, l'amplitude des oscillations, qui vaut oméga 0 sur oméga, donc oméga 0 sur oméga fois sinus de oméga t. Et donc là, on voit explicitement la condition pour laquelle ce truc-là est vrai. Il faut que l'amplitude des oscillations soit très petite devant 1. Donc oméga 0 sur oméga, très petit devant 1. On pourrait remplacer oméga 0, plutôt oméga, par sa valeur. Donc oméga qui est la pulsation propre de l'oscillateur harmonique. Voilà, donc dans cette petite vidéo qui n'a rien d'original, on a quand même revu toutes les techniques essentielles qui concernent la rotation d'un solide autour d'un axe fixe, le théorème du moment cinétique en projection sur un axe, avec le moment du poids, l'algébrisation. Donc quand on tire dessus, on voit que le moment est négatif, d'où le signe moins. Le théorème de l'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique qui nous redonne l'équation différentielle, mais également on a vu que on pouvait discuter de la nature du mouvement sans forcément résoudre complètement l'équation différentielle. En tout cas, voir les deux grandes catégories de mouvements, un mouvement révolutif, un mouvement oscillant, en discutant du niveau d'énergie mécanique et donc la vitesse angulaire initiale. Et puis, évidemment, les oscillations harmoniques. On a revu l'équation de l'oscillateur harmonique, sa résolution. Et donc voilà, ce sont les techniques essentielles qu'il faut absolument maîtriser. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. À bientôt.